Eh bien, ce soir, je ne vous le cacherai pas, je suis heureux et ému. Heureux et ému parce que j'ai comme invité une jeune personne que je suis depuis ses débuts et qu'elle m'a toujours fasciné. Heureux et ému aussi parce que je croyais que jamais elle ne viendra à cette émission, d'après la réputation qu'on lui avait fait de refuser toutes les interviews, etc. Alors, ému aussi d'ailleurs, parce qu'il faut bien dire, quand on a en face de soi quelqu'un qui a tourné pour la première fois à 14 ans, qui est entré à la Comédie Française, je crois, à 17 ans, hein, on a une impression de fragilité. Et ça, je suis certain que c'est tout à fait faux, mais je suis certain qu'au contraire, Isabelle Adjani a énormément d'énergie. Heureux aussi parce que cette personne, quand même, en quelques années, très vite, est devenue célèbre pour avoir tourné avec des gens comme Polanski, Herzog, Truffaut, Téchiné, est devenue célèbre en France, en Allemagne, à Hollywood. Nous essaierons tout à l'heure d'évoquer cette trajectoire. Je vous dis tout de suite, avec tact et même pudeur, Isabelle Adjani, pour vous mettre à l'aise. Mais heureux aussi parce que nous pouvons ce soir commencer notre émission par un superbe film, qui est le film de François Truffaut, Adèle H. Ce film, vous avez eu d'ailleurs le prix de la meilleure actrice 1975, décerné par les critiques de New York. Mais on a dit aussi que vous aviez hésité pendant 2 mois avant d'accepter de le jouer, ce rôle. Oh, pas pendant 2 mois, pendant une semaine. Oui, parce que j'étais un petit peu inquiète, juste après la gifle, d'avoir enchaîné avec un film qui traitait d'un personnage beaucoup plus profond et d'une femme plus âgée aussi, et qui avait un itinéraire plus torturé, plus compliqué, puisque c'est quand même l'histoire d'un amour fou et d'une idée fixe. Donc je me disais, quand je l'ai lu, je me suis dit c'était un rôle pour Glenda Jackson, mais pas pour moi. Puis je crois qu'aussi à ce moment-là, vous aviez une autre proposition. Est-ce que ce n'est pas exactement à ce moment-là qu'on vous a proposé un contrat de 20 ans, je crois, à la Comédie Française? Qui est le contrat de sociétariat. C'est-à-dire que quand l'administrateur et les sociétaires du Français estiment que vous pouvez faire une carrière dans la maison, on vous propose un contrat pareil. Et comme moi, je ne peux jamais répondre du jour qui va suivre, je me disais comment je peux savoir ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc ça me paraissait impossible de dire oui. Et puis j'avais quand même très envie de tourner avec Truffaut, donc je suis partie. Bon, ben alors inévitablement, je vais vous demander de nous raconter, vous, qui était Adèle H. Adèle H, c'était la fille de Victor Hugo, mais il y en a 2. Il y a Léopoldine et Adèle. Et Adèle, c'était un peu l'enfant maudite de la famille, celle dont le père s'occupait moins, celle qui voulait écrire des livres féministes, qui se pensait auteure, pianiste, enfin musicienne. Et en fait, je crois qu'elle avait des talents très restreints. C'était surtout quelqu'un qui avait besoin de vivre intensément sa vie, et qui était à la recherche de son identité, puisque son père l'écrasait complètement. Et donc, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme, d'un officier, qui, je crois, n'avait pas une personnalité très, très intéressante lui-même, et qu'elle a poursuivi à Guernesey, en Afrique, et qui n'était absolument pas amoureux d'elle. Il a sûrement eu une aventure avec elle, mais ça s'arrêtait là. Donc voilà, c'est un petit peu un itinéraire de femme amoureuse. Pendant le tournage de ce film, vous aviez dit, ou on vous a fait dire peut-être, que vous aviez avec Truffaut des malentendus harmonieux. Non, c'est parce que j'étais un petit peu intimidée à l'idée qu'un metteur en scène, de vivre ça aussi, puisse filmer un visage, puisque c'est un film qui reste quand même sur un visage pendant 2 heures, sans s'enlacer, et j'étais un petit peu effrayée d'être presque toute seule et de tenir à bout portant un film aussi lourd. Donc je me disais toujours, mais puisqu'il ne va pas faire un plan sur autre chose que sur ma tête. Et puis ça ne se produisait pas, donc j'étais un peu intimidée, je crois. Mais j'adore Truffaut, c'est un être exquis, adorable, et qui adore les actrices, qui les dirige avec énormément de doigté, et qui est merveilleux sur un tournage, qui est vraiment adorable. Un peu intimidée aussi à l'idée de vous revoir ce soir dans ce rôle, avec quelques années de recul? Oui, c'est toujours plus facile, je crois, après,
plusieurs années. Quand le film est sorti, quand on l'a un petit peu oublié, quand on le redécouvre, c'est à la fois, on est plus en intimité avec soi-même et en même temps, c'est comme si c'était une autre. Et bien voilà, je vais annoncer un très beau film, je crois qu'il n'y aura personne pour me contredire. Si je vous dis, Isabelle Adjani, que je trouve particulièrement remarquable dans ce film la manière dont Truffaut a enserré un sujet très romantique dans un style qui reste très sobre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai, parce que je crois surtout qu'il voulait traiter ce qui l'intéressait le plus dans ce personnage. C'était pas l'historique du personnage, parce que c'est prétexte à faire un film, mais c'était l'idée fixe. Et l'idée fixe pour lui, c'était une chambre, cette femme enfermée dans cette chambre, qui écrit, qui sort et qui a toujours le regard droit devant elle. Et donc ça donne en effet un cadre très sobre et quelque chose de très dépouillé. Bien, je disais tout à l'heure que nous allions aborder cette trajectoire qu'est votre carrière, comme ça, jusqu'à présent. On peut remonter à la naissance, né à Paris. Oui, 17e. Alors on dit généralement père d'origine turque. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est ça et c'est pas ça. J'ai des ancêtres turcs, mais ça remonte à très très loin. Mon père est d'Algérie, il est né à Constantine. Donc voilà. Bon. Et la mère? Maman est allemande. Ça, c'est juste. Bavaroise, oui. Bien. Alors, à 14 ans, on vous retrouve là dans le film de Bernard et Michel, Le Petit Bougnat. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est parce que votre maman vous traînait de studio en studio? Non, c'est pas le style, non. C'est pas le style de la maison. Non, c'était un film d'enfants, donc il cherchait des enfants, des jeunes garçons, des petites jeunes filles de 12-14 ans. Et pour ça, il faisait tous les lycées de la région parisienne. Et il cherchait d'ailleurs une petite fille blonde aux yeux verts, donc j'étais exactement le personnage. Et ensuite, ils ont fait passer des bouts d'essai à tous les enfants qui leur paraissaient le plus doués ou aptes à faire un film pendant les vacances. Et puis j'ai été choisie. Mais cette petite demoiselle de 14 ans, est-ce qu'elle avait fort envie d'être choisie? Oui. Moi j'adorais. Ah bah oui, j'avais. C'était un rêve inespéré. J'avais très envie. Moi j'adorais le théâtre et je pratiquais ça au lycée, mais d'une façon, enfin, d'une manière dilettante. Et puis, mais l'idée qu'un jour j'aurais l'occasion de faire un film me paraissait impossible, irréalisable. J'y pensais même pas d'ailleurs. Bon, et alors après ça, c'est Nina Companès qui va se tourner vers vous pour Faustine. C'est Faustine ou Le Bel Été, je crois. Oui, c'est ça, Faustine et Le Bel Été. C'était 2 ans après. Elle s'est souvenue de moi. Elle m'a demandé de la rencontrer. Je l'ai rencontrée, je me souviens, au studio de Boulogne. Et elle ne savait pas du tout quel rôle elle allait me donner, mais elle m'a dit vous serez dans mon film. Je ne sais pas ce que vous ferez, mais vous serez dans mon film. Alors, ça a continué. Il y a eu un feuilleton en télévision, je crois. C'est ça, qui s'appelait le secret des Flamands, qui est devenu le secret de la coupe en cuivre. Et puis qui a été tourné en Belgique, à Bruges. Et on a également été en Toscane. C'était une épopée Renaissance. C'était un très joli rôle, un rôle qui rappelle Juliette. Et puis c'était une autre forme d'aventure. C'était des voyages, des costumes. C'était nouveau. Et puis alors, bon, c'est Raymond Rouleau qui s'occupe de vous alors. Oui, enchaîné, oui. C'est ensuite Raymond Rouleau qui m'a donné le rôle d'Agnès dans l'École des femmes pour la télévision, puisque je l'ai fait ensuite au Français. Et à la suite d'une audition que j'ai passée au Théâtre de Paris, pour être exact. Et puis, donc, je me souviens, c'était un Molière qu'on travaillait au lycée à ce moment-là, puisque j'étais toujours au lycée. Donc, je le connaissais quasiment par cœur. C'était assez simple. Ensuite, Reims. Ensuite, Robert Hossein, La Maison de Bernardin. C'est ça. Et c'est Robert Hossein qui m'a confié ce rôle, également après audition. Et vous vous retrouvez à la Comédie Française sans avoir jamais fait le conservatoire, sans avoir jamais suivi véritablement de cours d'art dramatique. Non seulement il faut faire le conservatoire. Ça ne devait pas plaire à tout le monde, ça quand même, non? Parce que... Ils n'avaient pas d'ingénue ni de jeune première. Moi, j'avais donc l'expérience de Raymond Rouleau. Ensuite, j'ai joué La Maison de Bernardin avec Annie Ducot, qui était une sociétaire du Français. Et je crois que ces 2 personnes ont dit prenez-la elle, puisque vous n'avez personne. Et j'ai rencontré Jean-Paul Roussillon, qui lui ne m'a pas fait passer d'audition, il m'a engagée tout de suite. Je ne comprenais pas très bien d'ailleurs pourquoi. Je me suis dit il est bien imprudent, mais ça s'est tellement bien passé. Et puis il y avait la grève à ce moment-là, on a eu 6 mois de répétition, c'était
c'était le rêve. Bon, et en plus de ça, tous ces gens, vous aimez bien. La preuve, c'est que Rouleau, à nouveau, faire appel à vous pour Ondine. C'est ça. C'était un moment important aussi. Ondine, c'était merveilleux à jouer. C'est un des plus beaux rôles qu'on peut jouer au théâtre, je crois. Mais dites-moi, n'ayez pas un peu une sorte de vertige dans ces années-là, non? Non, parce que j'avais tellement de travail à faire que j'avais pas le temps d'être étourdie, d'avoir le vertige, puisque je me souviens que il y a une époque où je travaillais 24 heures sur 24. Dans la journée, je faisais la gifle, puisque j'étais au Français à ce moment-là. Je tournais la gifle de Claude Pinoteau. Et le soir, j'étais obligée de partir à 6h30, 7h du tournage pour arriver à 7h30 dans ma loge. Et on commençait à 8h30 et ça durait jusqu'à minuit. Donc je rentrais à la maison et je me levais le lendemain à 7h. Donc il fallait que il n'était pas question d'être étourdi ou d'avoir le vertige. Je me souviens, moi, d'interviews que j'entendais de vous pendant ces années à la radio. Je ne sais pas si vous en avez donné en télévision, enfin je ne les ai pas vus, à la radio. Et j'entendais cette voix, et j'entendais dans cette voix énormément de passion. Il y avait quelque chose de très farouche aussi, hein, et beaucoup de passion. Enfin, je crois qu'il n'aurait pas fallu vous poser une question de travers, parce que ça aurait été mal tout de suite. Oui, c'est peut-être parce que je prenais les choses très, très à cœur, très au sérieux, et que je crois que j'étais très, oui, en effet, farouchement décidée à faire les choses bien le mieux possible, et que je manquais un petit peu d'humour, mais ça s'est amélioré. La flamme, ça peut remplacer l'humour, hein, c'était bien ça. Oui. Bon, mais écoutez, vous avez déjà cité le film de Pinoteau, La Gifle. On va en parler après. On va d'abord vous voir dans La Gifle, on en parlera après, parce que je crois qu'on a eu une longue intervention maintenant. Voilà, vous aviez côtoyé de grands textes, Giraudoux, vous aviez connu l'univers vaporeux et tout de grâce, Nina Campanaise au cinéma. Et puis là, on vous fait affronter l'ours, Lino Ventura. Hein. C'est un nounours, c'est pas un ours. Remarquez, le nounours, il vous balançait quand même une gifle dans le film. Oui, mais tout à fait au point. Enfin, parce qu'une gifle de Lino, je crois que je ne me remets pas pendant 3 semaines. C'est l'hôpital garanti. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, je parlais tout à l'heure d'interviews que je surprenais comme ça, de temps à autre en radio, pas tellement souvent d'ailleurs, mais je crois aussi que c'est à cette époque-là on vous a très gentiment attribué le prix Citron, non? Ça devait être en 73-74, c'est ça. J'ai toujours eu un peu peur des journalistes, et quand on est très jeune et qu'on est en plus une femme, bon, c'est deux handicaps vraiment. C'est-à-dire que certains journalistes avaient envie de me modeler l'un selon l'image de l'enfant prodige, ce que j'étais pas, puisque j'étais pas une enfant de la balle. Mes parents ne sont pas comédiens, je suis arrivée là par hasard, mais en même temps je me suis rendu compte après coup que c'était un métier qui me plaisait terriblement et que j'ai voulu faire. Et donc je me suis toujours tenue un petit peu à l'écart des idées toutes faites et des images qu'on avait envie de donner de moi, soit celle-ci, soit une autre. J'avais pas envie qu'on vienne chez moi, qu'on prenne mes parents en photo. Un tas de choses comme ça qui font que les gens se disent c'est quand même bizarre. Elle devrait être contente qu'on parle d'elle, qu'on veuille la photographier. Pourquoi elle veut pas qu'on voit ses parents? Pourquoi elle veut pas qu'on voit son chien? Pourquoi elle veut pas qu'on voit son chat? Non, il n'y a pas de raison. Du côté parents, vous n'aviez pas de problème? Oh non, mes parents, du moment que les études se passaient bien, étaient ravis que j'ai trouvé un moyen d'expression qui me plaisait. Et puis comme ça se passait bien, ils étaient très contents. Ils ne se sont jamais opposés à rien, jamais. Alors à ce moment-là, c'est Polanski qui va prendre contact avec vous. Oui. Et d'abord pour un projet qui ne va pas aboutir. Oui, Les Pirates. Hein? C'est dommage. Oui, que c'était. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça ne s'est pas fait. Oh, tout bêtement parce que le rôle principal devait être tenu par Jack Nicholson, qui a donné son accord jusqu'à la dernière minute. Il s'est désisté, donc le projet est tombé à plat. Ça arrive souvent. Mais c'était vraiment un film avec des pirates? C'était le bal des pirates, oui. C'était une espèce de grande fresque, de grande satire, un peu drôle, de corsaires, de pirates. Et ça aurait été sûrement très très drôle et très beau. Mais peut-être ce projet existera-t-il un jour. Enfin, j'espère
Pas tout de suite, de toute manière. Alors, il a ouvert le second tiroir. Là, il y avait un projet avec le locataire. Il y avait un projet tout près, tout chaud, oui, qui était le roman de Topor, qui s'appelait Le locataire. Mais je crois que c'était un autre titre, mais enfin. Et comme c'était l'univers de Topor correspond assez bien à celui de Roman Polanski, ils se sont mis d'accord avec Gérard Brache pour écrire un scénario. Et comme Roman m'a dit, ça t'intéresse, tu veux faire le rôle, je me disais, c'est trop bête, j'ai envie de travailler avec Polanski. J'ai dit oui. Et ça, c'était vraiment pas, par contre, un rôle taillé sur mesure, loin de là. Il faut dire donc que ce film suivait Adèle H. Oui. Et que je crois Polanski était très soucieux de nous révéler une Isabelle Adjani très différente. Oui, ça l'amusait, je crois que ça l'amuse toujours de composer les gens, de composer autre chose chez les acteurs. Et puis moi, je m'y suis prêtée parce que ça m'intéressait de faire un personnage un peu plus... de camper un personnage un peu plus grimé, c'est-à-dire avec un certain quotidien, mais en même temps un maquillage un petit peu aux limites du criard. Mais c'était amusant à faire. Vous savez que c'est quand même passionnant de vous revoir dans des séquences comme ça. Oui, bien, en disant ça, j'ai l'air de faire de la propagande pour l'émission, mais enfin, c'est quand même vrai, parce qu'on se rend compte quand même mieux compte combien vous êtes différentes, extraordinairement différentes d'un film à l'autre, avec très peu de moyens extérieurs. Oui, moi aussi, ça me surprend. Ah bon? C'est vrai. Et, mais quand vous vous voyez comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas parfois quelque chose d'inquiétant dans le sens où on se dit, je ne sais pas... si je dois rejouer un jour cette scène-là, est-ce que je la rejouerai aussi bien? Ou bien est-ce que... C'est des choses qu'on se dit, mais au moment des rushs, c'est-à-dire les bouts de film qu'on vous présente le lendemain du tournage, pour qu'on puisse les voir et choisir la bonne prise. Alors à ce moment-là, on a un esprit critique très fort, enfin moi, du moins, et je me dis, oh là, ça j'ai raté, ça j'aurais pu être plus subtil, ça j'aurais dû faire ça et tout ça. Mais plus tard, quand le film est monté, quand tout est fait, on peut plus raisonner comme ça. Ça existe et on n'a plus rien à faire avec. Le film existe dans son entité et ça, c'est pas que ça ne serve à rien de se dire ou de dire j'aurais dû faire ça et ça et ça, mais ça ne me regarde plus. Et quand vous dites pour choisir les meilleures prises de ce qu'on a fait la veille, bon, c'est pas vous qui choisissez. Ah non, bien sûr, c'est le metteur en scène. Mais si le metteur en scène est gentil, conciliant, il demande l'avis des acteurs. Oui. Il dit qu'est-ce que tu en penses. Mais il faut qu'il soit vraiment très, très, très gentil pour en tenir compte. Il faut qu'il soit très ouvert, très à l'aise, très disponible et que tout aille bien. Parce que s'il est crispé et malheureux ou anxieux, je crois qu'il ne se tourne pas vers vous pour vous demander ce que vous en pensez, non. Vous allez alors travailler avec une équipe que je trouve très amusante comme ça, parce que je trouve amusant d'imaginer le solide, le sanguin Jacques Rouffio à côté de son scénariste Jean-Loup Dabadi, un peu planeur comme ça. Oui, c'est vrai. C'était une combinaison un peu étrange, un peu nouvelle, puisque Jacques Rouffio a fait 2 films avant qui sont des films sérieux, graves et avec une violence extraordinaire, alors que Violette et François, c'est une comédie dramatique, mais une comédie légère tout de même. Alors ça donnait un curieux mélange. L'idée venait de qui? De Dabadi Je crois, oui. Je crois. Oui, parce que ces personnages comme ça, un peu lunaires, je ne pense pas que Rouffio aurait pu les inventer. Mais non, ça c'est Jean-Loup qui a écrit le scénario du début à la fin, bien sûr, c'est son invention à lui. Rouffio est un homme très sensible. Ah oui, il suffit de voir terriblement. Son premier film, L'Horizon. Ah oui, c'est un très beau film. Très beau film. Bien. Alors là, vous alliez cette fois jouer dans Violette et François en face de Jacques Dutronc. Oui. Alors ça devait être quand même assez curieux. Pourquoi? Parce que mais dans les films précédents, il n'avait pas tellement joué. Il se promenait comme ça dans le film un peu. Oui. Mais Jacques, il est comme ça. C'est sa nature de... Ses rôles, c'est lui. Je crois qu'il a un phlegmatisme, une certaine douceur, une certaine tendresse qui passe, qui est présente, quoi qu'il fasse. Et je crois qu'il la modifie jamais d'un pouce, même si parfois il se donne d'une manière plus forte, plus puissante. Mais je crois que c'est lui. C'est aussi un terrible timide, donc terrible, il se protège. Oui. Et vous êtes une bûcheuse oui. Oui, je suis ce qu'on appelle consciencieuse.
un peu scolaire parfois. Mais je crois pas, je suis pas sûre que le travail, comme une théorie qu'on répète, c'est-à-dire qu'avant chaque film, il faut absolument s'imprégner du personnage, devenir le personnage, faire créer une osmose entre le personnage et soi, soit une méthode infaillible. Je crois que parfois on peut tout d'un coup surgir dans un film, arriver et que tout l'impondérable vous serve et que vous soyez, même si vous n'avez pas travaillé ce personnage. Et puis quand on se forge trop d'idées avant le tournage, on risque aussi de court-circuiter les désirs du metteur en scène et d'être un peu trop monolithique. Et à ce moment-là, de ne plus être assez souple pour travailler tel qu'il le désirerait. Et tel que le film le commande. Qu'est-ce qu'elle a comme profession, Violette, dans Violette et François? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout rien, je crois. Attendez. Je ne sais plus. Pourtant, elle est de toute évidence quand même plus sérieuse, enfin plus soucieuse que François. Oui, je me souviens plus du tout ce qu'elle fait. Non, vraiment. Bon, elle a un bébé. Elle a un bébé. Ça, c'est déjà suffisant pour la rendre quand même. Ça prend du temps, oui. Oui. Alors lui est une sorte de funambule de la vie, comme ça, oui, un personnage jongleur avec la réalité. Qui ne peut pas trouver de stabilité sociale et qui a trop de fantaisie pour devenir fonctionnaire et qui finit par prendre goût au chapardage, au vol, et qui l'entraîne là-dedans. Oui, et tous les deux deviennent deux petits voleurs à la tire. Oui. Non, c'est à la tire, ils y prennent du plaisir. Ensuite, ça déplaît terriblement à Violette, je crois, parce qu'elle a besoin elle est plus conventionnelle que lui, je crois. Profondément, elle a un tempérament plus conventionnel et elle a envie qu'il la protège et qu'il représente quelque chose de plus sûr. Je crois que c'est pour ça que ce couple finit par se déchiqueter, enfin pas se déchiqueter, c'est un mot trop fort, mais par s'égrener, se défaire. C'est vraiment un tout petit bébé que je voulais. Oui, il avait 11 mois. C'est permis ça, oui, on peut les faire jouer. Oui, on a eu des problèmes quand même, parce que il y a une surveillance très sévère des petits enfants, et heureusement d'ailleurs, parce que si on pouvait les trimballer d'un film à l'autre, tous les pauvres. Bon, bien si dans Violette et François, Dutronc se livre à l'occasion quelques tours de passe-passe comme ça, Walter Hill allait vous demander à vous de manipuler les cartes comme une experte. Du poker, moi qui ai horreur des cartes, je ne comprends rien aux jeux de cartes. Et là, j'ai dû apprendre le poker. Nous allons commencer par le début. Tout d'abord, ce film de Driver, c'est le départ aux États-Unis. Oui. Il me semble bien que vous aviez déclaré 2 ou 3 fois, et peut-être plus avant les années précédentes, que vous ne vouliez pas tourner aux États-Unis. En tout cas, que j'avais pas envie d'y arriver comme une provinciale. Et c'est souvent la manière dont on attend les Françaises qui débarquent là-bas, c'est-à-dire « Ah, vous allez nous interpréter une jolie petite Française et vous allez avoir un joli petit accent, et puis bye bye, au revoir après le film. » Je me disais que c'était un peu humiliant et pas nécessaire. Et puis là, ça s'est présenté d'une manière tellement simple. Walter Hill est quelqu'un de charmant. J'avais vu son premier film avec Charles Bronson qui était très beau. Et j'ai eu envie d'y aller, pourquoi pas. Je me suis dit, après tout, je peux tenter l'expérience. C'est quand il y a toujours chez Walter Hill dans ses films, j'ai vu qu'il a encore fait Les Guerriers de la Nuit. Là. Après, il y a quelque chose de très mécanique. Un peu stylisé, oui. Avec un style très épuré, oui. Beaucoup de travail de typage. Oui, c'est vrai, c'est un des metteurs en scène américains, je crois, les plus axés sur la stylisation. Mais dans notre rêve, ça convenait très bien. Oui, parce que, je crois, oui. Vous vous rappelez l'histoire en 2 mots? Oui, c'est pas difficile. C'est un monsieur qui conduit une voiture pendant 2 heures et qui rencontre une jeune femme qui est un petit peu une aventurière, qui vit seule, dont on ne sait rien. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est un type qui a les nerfs tellement solides qu'il sert de chauffeur pour les gangsters qui font des hold-up. Qui font des braquages. Oui, mais j'allais y arriver. C'est quand même très différent. Bon. Bien. J'allais y arriver. Et il rencontre une jeune femme qui a les nerfs tellement solides qu'elle joue au poker sans broncher. Et on connaît rien de son passé, parce que c'est ce genre de personnage qui tout d'un coup se trouve au milieu d'un film dont on connaît rien et qui l'aide à exécuter un hold-up, enfin, qui sert d'un petit peu d'intermédiaire. Et voilà. Alors d'un côté, le driver en question, le chauffeur, c'était donc Ryan O'Neal qui faisait là un rôle assez différent, enfin des rôles lesquels on avait vu antérieurement. Oui, généralement on le voit
en jeune homme californien, sportif, charmant, enjôleur. Et là, c'était devenu Steve McQueen. Et alors, en face de lui, il va trouver Bruce Dern. Oui. L'affreux inspecteur de police. Affreux, parce que c'est pas un inspecteur de police qui cherche à faire régner la justice. C'est un corrompu. C'est ça, oui. C'est un sportif. Oui. C'est un sportif, il lance des défis. Ah oui, veut absolument. Ce parce que... En fait, le thème du film, vous avez raison, c'est le jeu. C'est-à-dire, ces trois personnes, bien qu'ils fassent des choses très différentes, sont trois joueurs. Elle, une aventurière, le poker, on ne sait pas. Lui, ce type qui prend des risques à chaque fois avec sa voiture et qui a une maîtrise extraordinaire. Et puis ce type, cet inspecteur qui a le sens du jeu, mais un jeu un petit peu plus corrompu, un peu plus frelaté. Et tous les trois s'opposent, mais ils savent qu'ils sont de la même race. C'est un film que j'aimais beaucoup, moi. Oui. Je ne me cache pas. Ça a duré combien de temps, le tournage, par exemple, de 2 mois. 3 mois pour les autres, mais 2 mois pour moi. Et là, quand on tourne dans un film comme ça, où il y a, dans chaque scène, il y a de la tension, oui. Bon, ben le soir, je suis pas... On a très mal au dos. Ou bien, au contraire, pour rester très, très calme, pour rester dans l'ambiance, pour retrouver le même tonus le lendemain. Oh, je crois que pour retrouver le même tonus, il faut changer de tonus. C'est-à-dire se détendre. Et puis faire autre chose et oublier ce qu'on a fait dans la journée et surtout relâcher la tension et puis revenir le lendemain et tout reprendre à zéro. De toute façon, c'est comme le ski. On n'en fait pas pendant 1 an, mais on revient et on sait toujours en faire. Oui, on ne saura jamais, ça c'est mon cas. Bon, je ne suis pas très très forte non plus. Comme question, alors est tout à fait valable pour le film suivant que nous allons aborder, puisque c'est le Nosferatu. Oui. Alors là, quand même... Oui. Bien que d'un autre côté, là, il y a quand même quelque chose de plus facile, parce qu'il y a le costume, il y a le maquillage. Oui, il y a un tas de choses qui guident. Oui, le costume, le décor, le Herzog, tout le monde, ça m'a beaucoup piloté. C'est un personnage qui est dessiné avant d'être exécuté, avant d'être joué, avant d'exister. Il existe à l'image, on le voit. On voit qui c'est. Il n'a pas demandé à vous droguer avant que vous jouiez pour ce film-ci. Ah non, pourquoi? C'est son habitude. Il paraît qu'il a drogué. Ah non, il les a hypnotisés. Hypnotisés. Hypnotisés, oui, parce que c'est un grand hypnotiseur. Mais là, il n'avait pas l'intention de faire le film sous hypnose. Je crois que de toute manière, Klaus Kinski n'aurait pas tellement accepté. Il préfère... Tu facile d'avoir des contacts comme ça, de partenaires avec Klaus Kinski? Mais c'est quelqu'un de très drôle. Tout le monde l'imagine comme un monstre... quelqu'un de... Puis ça l'amuse beaucoup, je crois que c'est son jeu préféré, de faire peur aux gens. Mais il est très très drôle. C'est un gamin. Enfin, nous, on rigolait tout le temps. Même si le film prête pas à ça, entre les scènes, on était... Enfin, c'était le grand guignol entre tous les deux. D'ailleurs, Werner nous regardait avec des sourcils froncés, avec l'air de se dire, ces deux-là, ils se concentrent pas ni rien, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas arriver sur le plateau et jouer correctement la scène. Bon, c'était très audacieux ce qu'il a fait là, Werner Herzog, de reprendre un film célèbre entre tous, celui de Murnau, oui, qui est un chef-d'œuvre. Qui était en noir et blanc, bien sûr, 22, qui était muet aussi, mais enfin quand même. Oui. Qui était... Alors, maintenant, puisque je crois que le film a fait sa carrière commerciale, bon, oui. Alors pour vous, il a réussi ou il ne l'a pas réussi? Oh, bah, c'est très difficile de répondre... directement à une question pareille. En tout cas, c'est le film que Werner a voulu faire. Peut-être que c'est pas le film que je m'attendais à voir, mais c'est pas pour ça que je porterai un jugement dépréciatif là-dessus, que je dirais oh c'est pas bien ou c'est moins bien que je pensais. C'est comme pour moi, ce film il ressemble à une messe. C'est comme un long chant, c'est comme une mélopée. Et bien qu'il ait suivi presque plan par plan le film de Murnau et qu'il l'ait reconstitué scène par scène, c'est tout à fait autre chose. C'est Werner Herzog, c'est-à-dire un chant douloureux et tragique et profond et lancinant. Et c'est sa manière à lui de parler de l'apocalypse, je crois. Mais vous croyez qu'il pensait qu'on allait avoir peur ou bien qu'on allait admirer ces belles choses? Franchement, je ne sais pas. Il n'a jamais défini ses intentions sur le film, la nature du film qu'il voulait réaliser. Moi, j'en ai appris des choses en lisant des bribes d'interviews, mais après que le film a été tourné. Mais je crois que lui-même ne savait pas
ce qu'il voulait faire pendant le tournage, ce qui n'est pas non plus dépréciatif. Oui. Il se laissait guider par un film. Je crois qu'il avait envie de se faire commander par son film. Comme c'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'une manière presque parapsychologique, qui est très sensible aux vibrations, aux intuitions, aux signes. Il croit beaucoup à une... Enfin, il croit beaucoup, là je m'engage peut-être, mais il vit comme s'il avait une vie parallèle. Il vit comme quelqu'un qui ne vit pas sur la Terre. Il a une espèce de... Il est, je crois, 10 cm au-dessus du sol. Ce qui n'empêche pas d'être quelqu'un aussi qui très terrien, considère qu'il très reçoit fort. des messages. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui est habité. Je crois que je pourrais conseiller ici aux téléspectateurs qui voudront en savoir plus au sujet d'Herzog de lire son livre sur le chemin des glaces, qui est extrêmement éloquent. C'est un très beau livre. Ah oui, c'est quelqu'un de profondément mystique, qui a une mystique et un mysticisme pur. C'est un vrai mystique. C'est quelqu'un qui dit des choses, enfin parfois sur le tournage, il me disait peut-être après ce film je vais disparaître, mais si je disparais il ne faut pas me rechercher. Peut-être je ne serai pas mort, mais je ne réapparaîtrai jamais. Des choses qui sont dignes de la Bible. Enfin on se dit mais pourquoi cet homme parle d'une manière aussi apocalyptique? Mais il le dit sans affectation, il est comme ça, c'est quelqu'un qui contient une force, une lumière intérieure qui viennent de je ne sais pas où, il est comme ça. Vous avez tourné essentiellement, je crois, en Tchécoslovaquie et alors à Delft, c'est ça. Nous allons voir d'ailleurs la place de Delft, le banquet des condamnés, enfin, c'est-à-dire tous ces gens, tous ces pestiférés qui s'offrent une dernière ripaille. Oui. Pour s'occuper d'elle, j'ai eu un bébé. Voilà. Donc, un petit garçon qui s'appelle Barnabé et qui m'a pris tout mon temps, enfin, auquel j'ai voulu donner tout mon temps surtout. Bon, alors maintenant, ça ne va pas continuer. Non, je ne vais pas. Hein, quand même. Le rôle de mère est pas provisoire, parce que ça va durer des années, mais je vais bientôt reprendre le travail. Et c'était un long congé de maternité. Et je vais recommencer au printemps. Parce que ce qu'il y a quand même de fabuleux avec ce tour d'horizon que nous venons de faire, c'est que tout ça qui est si riche représente si peu d'années. Oui, c'est vrai. Mais ça ne fait pas tant de films. Mais non, mais ils sont intéressants à chaque coup, alors... oui, tant mieux. Vous en éliminez comme ça beaucoup, ou bien parce que c'est des gens bien qui viennent vers vous, ou, je sais pas, il est vrai que vous téléphonez parfois. Parfois, ça m'arrive, c'est vrai, mais ça m'arrive rarement. Je crois qu'on ne peut pas tout faire. Et moi, en fait, je travaille 6 mois par an, je suis une privilégiée. J'ai beaucoup de temps libre, et je trouve que c'est important d'avoir du temps libre. C'est un luxe. C'est ce que très peu de gens ont. Et je crois que si on travaille sans arrêt, on finit par produire. Et moi, j'aime bien participer entièrement à ce que je fais. J'y prends trop de plaisir pour que ce plaisir devienne une répétition sans chair, que ça se passe. Bien sûr, on peut travailler 12 mois sur 12 et tourner sans arrêt, mais ça me dit rien. Je crois que c'est parce que j'ai jamais considéré ce métier comme un travail. Et toujours comme un plaisir. Et dites-moi, alors ce théâtre qui vous avait si bien réussi au début, il n'y a pas des moments où ça vous chatouille l'idée de retourner par là? Si, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de théâtre. Mais je vais recommencer, ça y est, j'ai des projets pour l'automne 81. C'est prévu longtemps à l'avance, mais je crois que c'est la seule manière quand on veut faire une pièce, parce que ça prend énormément de mois de répétition et ensuite de représentation. Et c'est impossible de faire du cinéma simultanément. Et ça va être, je crois, quelque chose d'important, puisque c'est Mademoiselle Julie de Strindberg et que ça va être mis en scène par quelqu'un de très très bien. Je ne sais pas s'il faut que je dise le nom. Bah, si vous hésitez, il vaut mieux pas. Alors moi, je ne veux pas... Vous êtes superstitieuse, au fait? Oui, j'ai toujours peur qu'au dernier instant, quelque chose casse et que ça ne se produise pas. Je comprends ça très bien et je respecte ce genre de craintes qui sont d'ailleurs tout à votre honneur puisque ça prouve que vous avez fort envie de le faire. Ah oui, hein? Voilà. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes arrivés au bout de notre promenade. Alors je voudrais vous dire, Isabelle, que j'étais très heureux et très ému au début, et bien que je suis toujours heureux et ému à la fin. Hein, et que je suis ravi de vous avoir trouvé à la fois si différente de ce qu'on raconte parfois, mais si ressemblante à ce que vous êtes en réalité sur l'écran et au fond de nos cœurs. Merci.